J'ai totalement arrêté de regarder Outer Banks. Outer Banks, c'est la série pour ados d'où vient le terme POG que vous avez vu dans le titre. Désolé, même Sarah Cameron n'aura pas réussi à me faire continuer la série. En gros voilà, ça partait un peu trop en exploration de trésors à la Indiana Jones version Wish, et ça s'éloignait de plus en plus du tableau dressé en début de série où les cooks mènent la vie dure aux POG, qui essayent tant bien que mal de faire des thunes dans un game où ils ont pas eu vraiment les mêmes règles. En gros un POG, comme c'est dit dans la série, c'est un cafard quoi, quelqu'un qui s'adapte à tout et qui trouve ses propres règles, malgré ce que pourraient dire les forces de l'ordre, ses parents et surtout les risques que ça pourrait représenter. Un POG c'est un peu ce que j'étais, un jeune glandeur inconscient et débrouillard qui vit sur la côte, qui passe sa vie à claquer des bières dans son hamac en réfléchissant à comment il allait pouvoir la mettre à des personnes fortunées. Mais depuis, 3 années se sont écoulées. Ma vie de POG fait maintenant partie de la mythologie de la chaîne, si on peut appeler ça comme ça. Beaucoup de gens m'ont découvert à ce moment-là, et pour ceux qui me connaissaient déjà ont appris à réellement me connaître à ce moment-là. Depuis, beaucoup de choses ont changé, d'autres pas tant que ça. Mais dans tous les cas, ça me paraissait important de faire une petite mise au point. J'aimerais tellement voyager comme toi dans ma vie, mais je ne sais pas comment me financer, comment tu as fait, bonne journée. Et c'est loin d'être le seul message que j'ai reçu, hein. Vous êtes assez nombreux, même plus sur Insta que sur YouTube, à suivre les photos, les vidéos, tous les pays que je vous envoie toute l'année. Mais il y a une explication derrière tout ça, j'ai pas hérité de papa-maman et j'ai pas fait fortune dans le pétrole. Mais on va reprendre depuis le début. Pour beaucoup, cet idéal de pouvoir voyager partout toute l'année est carrément inatteignable, soit par manque de courage, et dans ce cas-là, vous êtes sur la bonne chaîne, vous allez voir, c'est pas bien compliqué, soit, et c'est le cas pour une grosse majorité des messages que je reçois, par manque de flouze, et dans ce cas-là, vous êtes sur la bonne vidéo, vous allez voir, c'est pas bien compliqué non plus. En fait, tout est une question de compromis. Ça rend le truc beaucoup moins glamour que la version matrixée qu'on vous montre sur les réseaux. En réalité, je dépense le moins possible l'année en voyageant dans des pays sous-développés dans lesquels j'ai du pouvoir d'achat, le tout en faisant du stop, en dormant dans mon hamac ou chez l'habitant, en mangeant des trucs cheap ou trouvés dans les arbres. Voilà, mes seules grosses dépenses en vrai, c'est les avions, et même ça, j'essaye de limiter le plus possible pour l'empreinte carbone. Donc avec ça, il me suffit d'une petite enveloppe de quelques milliers d'euros que je vais faire pendant 2 mois d'été, juillet, août, hein, pas plus, pas moins, ça j'irai pas de trop travailler non plus. Et pendant cette période, il y a un endroit où se trouve une très grande concentration de personnes qui veulent kiffer, qui ont de l'argent et qui viennent pour le dépenser. Vous connaissez la musique, direction la Côte d'Azur. Bon, on est au bon endroit au bon moment, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vous avais déjà parlé des petites niches qui me permettaient de faire des sous à droite à gauche. Chapitre 1. Waouh, non, qui s'occupe des titres là ? Non, en réalité, cette partie a pas trop changé, du moins elle a évolué. Waouh, ça part des moustiquaires, ma gueule ! Chapitre 1, les moustiques. Round and around the planet we are go. Get in the walk, follow the tempo. J'ai passé un certifito en fait, tout par de là. C'est un examen que j'aurais pu faire les yeux fermés tellement il était fait pour des golemons, sans vouloir manquer de respect au jardinier avec qui je l'ai passé, mais pour vous donner une idée, c'est le seul examen de ma vie où j'ai réussi à avoir 100% de bonnes réponses, alors que bon, les jardins, j'ai toujours vécu en appartement, de quoi tu me parles, mais du coup c'est un certificat avec lesquels je peux utiliser des produits qui font bien tousser la gorge, là, qui sont bien pas autorisés à la vente libre, bref des produits bien pesticides, insecticides, génocides, tout ça quoi. Et là où ça prend tout son sens, c'est que les bourges qui viennent seulement 2 mois par an dans leur résidence secondaire sur la Côte d'Azur, aimeraient bien pouvoir faire apéro au bord de la piscine sans se faire violer par 400 moustiques tigres. Et c'est là qu'il m'appelle. Vu qu'il n'y a pas trop de concus dans ce métier et que les cooks s'en foutent un peu des produits qu'on peut foutre dans leur jardin à partir du moment que ça marche, on va pas se mentir, niveau tarif, on les aligne un petit peu. La démoustication, ça a ses avantages et ses inconvénients en vrai, c'est pour ça que je le fais de moins en moins. Déjà ça nique un peu la santé, et puis quand je vous dis qu'ils en ont rien à foutre, c'est que vraiment t'es leur putain. C'est toujours des configurations de dernière minute, des plans foireux à base de « j'ai oublié de vous donner les codes du portail » ou « j'ai oublié de prévenir les voisins, maintenant ils veulent se battre avec vous ». Ça va être vite. Avec nous, on a des copains, on a les enfants. Mais bon, le problème, c'est que je fais mon taf, quoi. Le mieux, ce serait que tout le monde, parce que je peux pas passer 1 heure à prévenir tout le quartier qu'on va faire les moustiques. Je n'ai rien contre vous, bon, ça va alors. Encore, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des chiens dans le jardin. Je peux
passer ou... Alors bon, comme leur expliquer que j'ai besoin de cet argent, donc le jardin il va être traité, hein, c'est pas un problème de logistique, s'il faut s'infiltrer c'est pas grave, on a l'habitude. C'est juste un peu délicat en France pour un rebeu avec un casier rempli de récidives d'infractions sur propriété privée, d'escalader un portail d'une villa sous vidéosurveillance 24/7. Pareil pour les nids de guêpes et les frelons, peu importe qu'ils soient à 5 mètres du sol et que je doive grimper sur la table de ton jardin en équilibre sur un escabeau bancal, tant qu'il y a facturation. C'est dans le business plan. De toute façon ils se doutent bien en me voyant que c'est ghetto au possible, les mecs m'appellent, des fois ils sont plus équipés que moi qui débarquent en short avec ma petite bombe. C'est pas ma fine combi de peinture qui va me protéger des frelons asiatiques, moi je vous le dis. Mais bref, en vrai, le pire qui me soit arrivé chez les cooks, c'est de prendre un seau d'eau dans la gueule par le voisinage qui trouvait que ça faisait un peu trop de bruit. Rien de bien méchant, même si je me suis pas gêné pour lui insulter tout son arbre généalogique. Seulement, je repensais à un collègue qui avait traité un jardin d'une actrice à Saint-Tropez. C'était une actrice qui avait décidé d'adopter un bébé loup suite à un tournage, qui depuis n'était plus trop un bébé puisque le collègue a fini à l'hôpital après s'être fait niaquer. Donc bon, à choisir, je prends le seau d'eau. Bref, heureusement ce sentiment de hiérarchie et de classe sociale se ressent un peu moins dans la deuxième niche, qui est de loin celle qui me rapporte le plus, une niche où je suis plus spécifiquement amené à travailler qu'avec les cooks, mais où l'état d'esprit est toujours autant pog. Chapitre 2, les chouchous. Pour ce bis, je me suis installé à un endroit stratégique qui me permet de vendre mes chouchous, enfin mes pralines, chichi, je sais pas, t'appelles ça comme tu veux. Et bref, le tout dans un environnement où la police m'empêchait pas trop de bicrave, le Pradé. Le Pradé, c'est une ville où il y a pas mal de plages, séparées par quelques calanques. C'est très mignon, hein, mais c'est trop escarpé pour que la mairie envoie des mecs déclarés vendre avec leur chariot. Et tant mieux, car sur d'autres plages où j'ai essayé de vendre, bah c'est généralement eux qui cassent les couilles et qui appellent les flics. C'est le jeu, on leur en veut pas, hein, miskin, ils touchent 20% de ce qu'ils vendent. Et quand bien même je suis amené à perdre une partie de cache-cache avec mes amis les poulets, si je retourne au Pradé à chaque fois, c'est parce que j'y vais en vacances depuis que je suis enfant en fait. C'est plus simple à expliquer aux keufs quand t'es l'arrière-petit-fils de la Malu, tu vois. Depuis 1950, elle a débarqué, c'est le terre-terre. Tout le monde la connaissait, c'est un peu une mafia. Et même si certains flics sont pas convaincus par le discours du jeune qui fait ça pour financer ses études, ou du jeune qui fait ça parce que ça fait plaisir aux gens quand même, monsieur l'agent, je vends pas de la drogue, bah dans le pire des cas, c'est toujours plus pratique de semer les forces de l'ordre dans des rochers où t'as passé ton enfance à jouer et que tu connais par cœur. Et bref, encore une fois, on est au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Des chouchous! J'avais peu la place pour l'ess. Pour ça, il me fallait un chaudron, enfin un tonneau découpé pour y caler un brûleur de paella sur lequel est foutu un cul de poule. Le tout relié à forcément un peu de gaz et le reste pas bien compliqué. C'est de la cacahuète, beaucoup de cacahuètes et du sucre. Beaucoup de sucre. Il me restait plus qu'à trouver des petits pochons pour aller dealer tout ça, et c'était Tipa. C'est 3 € le paquet, 5 les deux celui-là. T'as bien fait? Ouais, c'est fait bah, juste au-dessus, là, il y a 1 heure. C'est pour 5 les deux ou juste 1? Je vous laisse les choisir. C'est 3 € ou 5 les deux. Merci. Merci. C'est les 4 hein, si jamais vous voulez. Super. Check, je te laisse le prendre. On prend 2? Oui. Ouais. Nickel. Bonne journée. You can choose one. Thank you. Oui, bonjour. Ouais. Merci. Bonne journée. Hop. Merci, jeune homme. Nickel. Et je vous laisse en choisir 2. Allez, prenez vos chouchous. Merci. Nickel. Bonne journée. Merci. Ok, ma fournée n'est pas encore finie. Petit face cam de début de saison. On est le 8 juillet. J'ai investi un petit peu plus que l'année d'avant. Voilà, la cacahuète a un peu augmenté. C'est surtout le gaz et le sucre. J'ai investi à peu près 200 balles. La saison précédente, c'était à peu près une centaine d'euros. La chaleur me tabasse la gueule. Pendant le mois de juillet, il y a Liv qui est venu m'aider à vendre des chouchous. Quand tu fais vers l'avant. Ouais. Tu veux derrière toi? Ouais, mais comme tu le sens. Sans faire les mains. Je pense qu'elle va exploser mes ventes. Vas-y, fais-moi une démo là, comment tu me les vendrais? Bonjour. Bonjour. On fait des chouchous avec... Non, on fait... Dis, tu les fais toi, dis tu. Ok. Bonjour, je fais des chouchous. Est-ce que vous voulez goûter un chouchou? Vous voulez goûter un chouchou? Bah oui, pourquoi pas, pour le goût. Clac. Voilà, prenez-en. Ok, je vais... Combien vous faites le paquet? 3 € le paquet. Et si vous voulez 2 paquets, c'est 5 €. Ok, merci, je préfère. L'idée c'était que moi je faisais les chouchous pendant que elle allait les vendre, en échange évidemment d'un petit pourcentage. Nouvel enregistrement. Les pièces pour l'instant, j'ai un peu la flemme.
C'est un bordel. Et au final, une fois que tout est rangé, ça rentre dans la petite boîte. Ah putain, encore les pièces. 3880, 4000 juste avec les chouchous, et je pense qu'avec les moustiques on va être autour de 5000. Ça fait plaisir, sachant que bon, il en reste encore, hein. Je ne sais pas compter, je mettrai tout affiché, mais sûrement qu'il y a un investissement d'à peu près 300 balles. Déjà déduit de ça, donc ça c'est que le bénéf, donc ça fait plaisir. Pareil, ce que j'ai filé à Liv, bah pour le coup on est loin de vendre 2 fois plus quand elle est là, et je dois lui filer presque la moitié. Ça m'a un peu allégé parce qu'en attendant, moi j'ai fait pas mal de moustiques cette semaine-là. Je pense que c'est un truc qu'on peut encore améliorer, mais c'est un biz plutôt lucratif. Ça fait plaisir. Bon, depuis le début, vous me voyez faire les chouchous dans ce petit espace-là. Désolé, mais il ne s'agit plus du cabanon de Pog sur la côte que vous aimez tant. J'ai dit adieu à Bobby, le petit rat avec qui j'ai dormi pendant des mois, et ce cabanon est devenu l'entrepôt où est stocké tous les produits, le matos et les trucs pour les moustiques. Du coup, je fais mes chouchous à l'arrière de la baraque de chez Marie et Doudou, voilà, qui sont devenus mes potes, mais qui à la base étaient les potes de Louison, que vous avez aperçu lors du voyage en Amérique latine, qui était lui-même un pote de Colin, que vous avez carrément vu tout le long de la vidéo de l'Amérique latine. Bref, je me suis un peu laissé porter par les rencontres jusqu'à trouver ce couple qui au final avait une baraque à littéralement 20 mètres des plages où j'ai passé mon enfance. Donc j'en profite ici parce que je sais qu'ils verront la vidéo. Gros big up à ces deux qui m'ont un peu sauvé la vie cet été. Et ils étaient pas obligés de le faire, contrairement à l'idée que je me fais de la famille, et on y reviendra, vous le savez très bien. Mais certaines choses n'ont pas changé. J'ai toujours une grand-mère qui fait partie des riches propriétaires qui vivent sur la Côte d'Azur. Une grand-mère qui possède 2 propriétés tout aussi près des plages où je fais mon bise. Des apparts qu'elle ne loue pas, hein, c'est juste pour son kiff de passer à l'un à l'autre. Et c'est des apparts qui disposent chacun d'un balcon où j'aurais pu faire mes chouchous, ou du moins des apparts qui disposent chacun d'une deuxième chambre où j'aurais pu aller m'installer avec quelques affaires. C'est ce que j'ai essayé de négocier un peu avant la saison, mais encore une fois, on a affaire à une génération qui est très regardante sur la consommation d'eau, d'électricité. Et enfin, il n'était pas question que je fasse tourner de machine, pas question que je touche au compteur d'eau qu'elle avait passé en mode économie les jours où j'y allais. Et puis surtout, il n'était pas question que je cite, je laisse charger mes trucs pendant la nuit. Bon, si c'est pour me réveiller à 15% et devoir me laver chez mes potes, autant ne rien lui devoir et continuer dans ma propre maison. Dès le 1er juillet, début de la saison, on s'est mis d'accord pour que je me casse. Enfin, elle s'est surtout mis d'accord, mais pas grave. Parce que depuis la scène post-générique de l'épisode 1, vous savez à quoi ressemble ma maison, et elle me convient bien mieux. Chapitre 3, la van life. Pour vivre ma petite van life, je me suis installé chez Martine, une mamie qui suit les vidéos aussi, donc on lui fait un big up, et qui en plus de me filer constamment les fringues de ses petits-enfants, me laisse squatter son terrain. Voilà, une petite baraque, bien provençale comme on aime, des cigales à te faire foutre en l'air, et surtout un terrain de plusieurs hectares pour que je puisse m'installer. Je me suis donc mis au fond du jardin, hein, dans un spot qui ferait saliver tous les vanlifers, avec une arrivée d'eau, de l'électricité, une petite douche de jardin et une vue mer. Enfin, un peu timide la vue mer, mais une vue mer quand même. Bon, depuis le menu a pas changé, hein, ça reste des pâtes 2 fois par jour. On se paye même plus le luxe des pâtes au Nutella le matin pour vous dire. Parce que je me suis rendu compte que j'arrive quand même à faire mes 10 km par jour en plein cagnard avec seulement 2 repas. Donc renta, voilà. Par contre forcément c'est une partie de l'année où je perds beaucoup de poids. J'essaye de commencer à 70 kg mais ça m'est arrivé de descendre jusqu'à 58. Koh-Lanta le bail. Mais en vrai pour moi squatter chez Martine c'est le meilleur plan. J'étais à 10 minutes à vélo de chez Marie et Doudou. Je me couchais vue sur les étoiles et cette fois la faune locale était un peu différente. Bon, maintenant qu'on a le topo de base, que vous voyez comment je fais de la thune, quel milieu je fréquente, les gens que je côtoie, où je dors, ce que je mange, bref, que vous avez un aperçu global de ce qu'est mon quotidien, c'est peut-être le moment d'y revenir. Quelle place à ma famille dans tout ça? Bon, je vais un peu casser le personnage du mec solitaire qui avait été mis en place dans la première vidéo, parce que même si je sous-entendais pas spécialement que ma famille était absente pour moi, j'aurais dû dire plus explicitement que ma solitude était un choix. Dans ma famille, s'il y a bien une chose qu'on peut pas leur reprocher, c'est que tout le monde m'a toujours soutenu, tout le monde m'a toujours aimé. J'ai un cadre plutôt sain, ce qui est pas étonnant quand t'es le gosse de 2 éduques. Je sais pas si je suis bien éduqué pour autant, mais même si factuellement je les vois que quelques jours entre mes voyages, ce qui reste peu pour un jeune de mon âge, au fond de moi, je crois qu'ils sont tout le temps là. Et c'est peut-être au final parce que j'ai jamais douté de leur soutien que j'ai si peu d'attaches, ou du moins si peu de difficultés à tout plaquer et improviser quelque chose de nouveau, ailleurs, loin, parce que je sais que je serai toujours le bienvenu en rentrant. Peu importe ce que je ferai et vivrai là-bas, je sais qu'ils seront fiers de moi. Encore plus depuis qu'il y a une trace maintenant sur YouTube. Enfin, encore plus avec des guillemets, hein. J'imagine que quand c'est les potes de mes sœurs, de mes cousines, ou les collègues de ma mère qui viennent complimenter ce que je fais, ça doit les rendre un peu fiers, je sais pas. Quoique peut-être un peu chelou des fois, vu que c'est à petite échelle. Certains de leurs proches ont l'impression de me connaître du coup, alors qu'on se connaît pas. Enfin, c'est pas pour faire la star, hein, mais n'allez pas dire à ma sœur Léine que vous me connaissez bien parce que vous voyez toutes les vidéos. S'il y a une personne sur Terre qui me connaît bien, c'est elle. Elle m'a supporté quotidiennement jusqu'à mes 17 ans, peu importe qu'on soit bazardé à droite à gauche. À l'échelle de nos vies, on a vécu les pires moments ensemble, mais sûrement la plupart des meilleurs aussi. Donc ne vous avisez pas de dire Yann est comme ci, Yann est comme ça, je pense que ça l'a fait bien chier. Mais à part ça, je pense que ma chaîne YouTube interfère pas spécialement avec ma famille. Au contraire, j'ai l'impression que ça donne surtout des nouvelles à ceux qui n'en ont pas.
et je pensais à quelqu'un en particulier. En tout cas, c'est bien mon besoin d'indépendance qui m'a tenu la main et accompagné jusqu'à cette solitude, pas l'absence de qui que ce soit, sauf que je pense à quelqu'un en particulier. L'absence de qui que ce soit, si ce n'est l'absence du daron. On est claqué pour dire ce qu'on ressent, alors je vais m'assurer que mon fils soit doué. Peut-être que ça déteindra sur nous à la longue. Peut-être même qu'on se dira je t'aime. Ah bah non. Ouais. De mes 18 à 22 ans. Le temps de devenir un homme, il paraîtrait. Voilà. Je lui en veux pas, je suis autant responsable que lui dans cette histoire. Maintenant j'ai 23 ans. J'ai droit à la paix, je crois. C'était plutôt de la merde en plus comme histoire. Je saurais même pas dire d'où c'est parti. On s'en fout. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est quitté dans de la violence. Rien de choquant, il y en a toujours eu de la violence. Mais à 18 ans, je pensais avoir les épaules pour arrêter les coups. 4 ans plus tard, je lui raconte mes voyages et il me présente mon petit frère. T'es venu avec le maillot de la Zurich. Ah, tu l'as Les reconnu cœurs direct. subissent quand t'as grandi ou les garçons grandissent. Je me suis entraînée. 1, 2, 3, et voilà l'Algérie. Où les garçons grandissent. C'est qui ton amoureuse à l'école? Où les garçons grandissent. T'as un amoureux? Ah non. Un jour, on a tous ces mots à la bouche. Mettre la daronne à l'abri. Comme si on s'était réveillé après un long sommeil bordé d'ingratitude. Puis le moment où t'as compris que ça n'a pas dû être facile d'élever ton cul, tu t'es mis à croire que c'est avec tout l'or du monde que tu pourrais lui rendre ce qu'elle t'a donné. Alors que personne t'a rien demandé. Et t'oublies l'essentiel. Tu sais pourquoi tu fais pas joue? Parce que je suis un Parisien. Où les garçons grandissent. Où les garçons grandissent. Les cœurs subissent quand t'as grandi. Où les garçons grandissent. Le petit m'a super vite investi, justement parce qu'il a dû voir quelques vidéos. Au début, j'étais le grand frère des éléphants, maintenant il veut devenir cascadeur, donc je pense qu'on est bon. C'est à New York aussi. Pour ce qui est de mon daron, forcément, c'était un peu cringe au début, mais ça m'a fait plaisir de le re-rencontrer. Et forcément, content de retrouver quelqu'un avec qui parler du PSG ou de musique soul. Ça m'avait un peu manqué, on avance tous les deux un peu sur des œufs, j'ai l'impression. On n'avait plus aucun contact pendant ces 4 années d'éloignement. Ni pour les anniversaires, ni pour Noël. Plus de son, plus d'image. Je te jure, j'avais l'impression d'avoir vaincu Thanos et de revenir de l'ellipse. Le seul contact, c'était peut-être au milieu de l'ellipse. Un matin, en Asie du Sud-Est, je crois, je reçois un message où je dois... Non, voilà, c'est ça, je rallume mon téléphone après mon vœu de silence de 10 jours dans le monastère bouddhiste, et je vois une notif de sa part, quoi. Sûrement qu'il avait dû avoir vent de ma retraite méditative via mes sœurs. C'était un message vocal qu'il m'envoyait, un vocal que j'ai gardé et que je mettrai pas ici pour préserver un peu l'intimité, enfin du moins la sienne, parce que la mienne, je fais un peu le deuil dans cette vidéo. Mais imaginez-vous, quoi, un daron algérien plein d'égo et de fierté qui se cache un peu derrière un ton solennel pour essayer de maîtriser sa voix tremblante et dire à son fils, je cite: « Bonjour Yandel, c'est papa, je suis ce que tu fais et sache que je t'aime mon fils et que je suis fier de toi. » C'est un plaisir, mais c'est un plaisir, mais un plaisir cassé. Mon père, il a tendance à pas trop montrer non plus. Ah non, C'est dommage. faut pas râler parce que vous n'êtes pas les seuls. J'en connais pas mal. Parce qu'on dit c'est pas pour te. Je ne fais pas le moral. On est juste en train de discuter. Tu sais, ça veut dire dans la vie, un enfant, on peut le refaire. Ça veut dire on peut se remarier, on peut faire un enfant encore. On perd un enfant. Parce que moi, j'ai perdu mon fils il avait 6 mois et je l'ai encore dans la gorge. Et je sais même pas où est-ce qu'ils l'ont enterré. Qu'est-ce que tu veux, mais c'est la vie, c'est ça. Mais par contre, pour refaire un père ou une mère, on ne peut jamais. C'est pour ça, ça veut dire, un gosse, le père, il est obligé de pardonner parce que le gosse, il n'a pas demandé d'être là. Ouais. C'est lui. C'est un père, il va rester toujours ton père. C'est marqué ton père jusqu'à la fin de ta vie. Et j'ai pas répondu. Voilà, honte à moi, diront certains qui ont attendu toute une vie d'entendre ces mots de la part de leur père. Pour ma part, rien de nouveau. J'aurais pas ouvert son message au fin fond du Laos si j'étais pas intimement convaincu qu'il m'aimait et qu'il était fier de moi. Dans son message, il y avait rien que je ne sache déjà. Et c'est justement quand la vidéo sur ma retraite méditative est sortie quelques mois plus tard qu'il a compris que ce que j'attendais c'était des excuses. Et ça aura pris un peu de temps, mais je crois que c'était bénéfique pour nous deux. Pour lui, je pense, le temps de devenir un père pour son fils, enfin pour de vrai je veux dire, parce que je vois bien que l'âge a aidé avec mon petit frère. Moi je pense que j'étais la version d'essai qu'il a eu un peu trop tôt pour pas être dans la rivalité, mais ça s'agit. Il vieillit aussi un peu, ça aide, mais il combat ses démons, donc c'est tout ce qu'on pouvait espérer. De mon côté, forcément, je mûris aussi, Je suis un tout petit peu moins un petit con, même s'il reste du chemin. En tout cas, c'était le temps nécessaire pour savoir qui j'étais, de revenir un peu à mes origines en Algérie, apprendre à vivre avec, de voir là-bas sur place
d'où venait une part de ce que je suis et quelle était la limite à ce que j'avais pas envie d'être. Globalement, c'était le temps de me construire en tant qu'homme. J'ai même eu le temps de commencer à me déconstruire, chose assez rare pour un Algérien. Je vous dis pas le bordel, l'ellipse était peut-être un peu longue. Heureusement, j'ai jamais senti de mal-être à grandir au milieu de femmes. J'ai toujours vécu avec ma mère, grandi au milieu de mes sœurs et de mes cousines. Ma mère d'ailleurs qui a toujours fait un peu de dépassement de fonction pendant l'ellipse, merci à elle, mais je dois avouer qu'à cette période, c'est mes oncles qui ont pris le relais en tant que figure paternelle. Plus ou moins volontairement, je les ai peut-être un peu projetés là-dedans, toujours est-il que c'était une période charnière dans mon développement. 18 piges, forcément, j'allais m'imprégner. Donc comment appréhender ce que je voulais faire de ma vie, choisir mon camp, est-ce que je serais un pog, un cook, quelle place auraient les voyages dans ma vie, prendre confiance en moi, en mon corps, en ma capacité à ne pas être qu'un gringalet et à aussi pouvoir être manuel et à me servir de mes deux mains. Prendre confiance sur l'improvisation et prendre confiance avec les filles. Voilà. Mes oncles représentaient ces exemples de figures masculines, peut-être un peu stéréotypées dans la façon que j'avais de les voir avec du recul. Heureusement que j'aimais les filles d'ailleurs, j'aurais jamais osé leur avouer sinon. Mais en tout cas des figures qui m'ont influencé dans ma construction. Construction pas toujours bien solide, bien droit, carré, je dois avouer. Mais après tout, c'était pas leur taf. Donc vous inquiétez pas, j'ai pris le temps par la suite de me demander si j'aimais réellement les filles, et je crois que ouais. Bon, après on reste ouvert aux surprises de la vie, mais en attendant j'ai déjà quelques trucs à vous raconter, parce que justement c'est le thème de ce dernier chapitre. J'aime les filles de ces castels. J'ai mis un titre plutôt large parce qu'on va développer un peu, mais j'aurais pu faire du name dropping direct et appeler ce chapitre Eugénie. Parce que ouais, vous êtes nombreux à le savoir, j'ai enfin trouvé ma Sarah Cameron. Eugénie, vous l'avez découvert en même temps que moi, dans mes débuts en backpack. C'est sa mère qui m'a pris en stop dans le premier épisode quand j'essayais de quitter la France. Vous commenciez à en entendre parler dans la foulée en Asie du Sud-Est, toujours dans la même vidéo du monastère bouddhiste. Mais c'est que beaucoup plus tard qu'elle a arrêté ses études et qu'elle est partie de chez ses parents pour qu'on voyage tous les deux en Amérique latine. Beaucoup plus tard en fait qu'elle est devenue ma première et seule petite copine. C'est le genre de rencontre qu'on attribue au destin. On n'était pas censé se rencontrer avec Eugénie, et même après qu'elle m'ait pris en stop, on n'était pas censé apprendre à se connaître, quoi. Ça serait devenu une énième personne qui me prend en stop et qui je fais forcing pour qu'elle s'abonne à la chaîne YouTube. Il aura fallu un deuxième coup du destin pour qu'un jour random où elle met une story au fin fond de son bled, on y aperçoit un de mes potes d'enfance. Improbable, je sais pas ce qu'il foutait là, mais comme j'ai la réaction aux stories assez facile avec les jolies filles, je me suis empressé de lui envoyer un petit message. Le reste s'est fait assez naturellement. Et je trouve ça fou, des fois je me demande à quoi auraient ressemblé ces 2 dernières années si mon pote avait juste pas été dans le cadre. Je me demande quelle direction aurait pris ma vie si le conducteur qui m'a pris en stop avant sa mère m'avait laissé ne serait-ce que 500 mètres plus bas. Mon esprit cartésien fasse sur les bails de ce genre, parce que ça me rappelle à quel point tout ne tient qu'à un fil. Eugénie, elle vous dirait que c'était écrit. Que ça devait se produire, peu importe, comme ça ou autrement, c'est des forces qu'on n'explique pas. Et ça fait sens qu'on connaît Eugénie. C'est vrai qu'Eugénie, il y a des forces qui s'expliquent pas, quoi. Eugénie, elle a une énergie, un truc solaire. C'est le genre de meuf qui te fait te sentir spécial, tu vois, je sais pas comment dire, un sourire communicatif, des yeux émerveillés dès que tu lui racontes un truc. Forcément, t'as l'impression d'être un peu spécial, mais petit à petit, tu te rends compte que ça fait consensus, quoi. Tout le monde dit ça d'Eugénie, donc mis bout à bout, c'est peut-être elle qui est spéciale. Avec elle, la vie ça brûle, dans le positif comme dans le négatif, et c'est pour ça que je prends un malin plaisir à lui ressortir cet extrait de Félix Radu. La vie ça brûle. La vie ça brûle, et si ça te brûle pas, c'est que tu vis pas. Et la vie ça brûle. Et si ça brûle pas, c'est que tu vis pas. Laisse-moi tranquille. Ouais, vous l'avez vu en Amérique latine, il y a des fois où c'est dur, des moments où le corps dit stop et des moments où l'esprit est mis à rude épreuve. Mais elle a eu le courage de se lancer un peu dans le vide, de partir avec moi sans savoir si elle pourrait revenir chez elle un jour. Eugénie, elle a eu le courage de tout quitter dans des circonstances pas simples pour aller porter son gros backpack chargé de la culpabilité que ses parents avaient mis dedans quand leur fille chérie partait les abandonner à l'autre bout du monde. On n'a pas tous la même chance face à ça. Elle voyageait avec une quête secondaire constante. Est-ce que mes parents m'aiment? Est-ce qu'ils sont fiers de moi? Et sur place, ouais, forcément, ça parasite un peu. En tout cas, il y a pas mal de situations compliquées qu'on aurait pu éviter si sa mère avait juste pris la peine de lui envoyer un message pour lui dire qu'elle l'aimait. Voilà, voyager c'est bien pour l'âme si tant est que tu te sois débarrassé de tes casseroles chez toi. Sinon, tu vas juste traîner tes casseroles à l'autre bout du monde. Mais malgré ça, Eugénie est pas renfermée sur elle-même, quoi. La vie ça brûle, elle le sait, elle cherche pas à se protéger en jouant un rôle, et elle se cachait jamais en backpack. Elle a une façon d'expérimenter la vie à 100% de ce qu'elle est qui me rend souvent admiratif. Moi qui essayais de tendre vers le stoïcisme, ça m'a apporté un vent d'air frais que je croyais vraiment être quelque chose de bénéfique à ce moment-là. Malheureusement, le combo mec nonchalant et meuf hypersensible a jamais fait très bon ménage. En vrai, je suis déçu que Eugénie n'apparaisse que dans une seule vidéo de cette chaîne, même si c'est un film d'1h30 qui retrace 9 mois de voyage. Je trouve que c'est tellement peu représentatif de l'impact qu'a eu sa rencontre dans ma vie. Mais ouais, je vais niquer l'ambiance directe. Après un peu moins d'1 an et demi de relation, on a tous les deux continué nos chemins, et aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Je pense pas qu'il y ait vraiment de fautif. En tout cas, je me demande avec du recul si on n'aurait pas mieux géré l'éloignement si l'un avait fait une crasse à l'autre. Là, pour le coup, c'est plus lié à ce qui m'est arrivé quand je suis rentré en France. Chapitre intermédiaire, le vol du backpack. Ouais, pas pratique pour un backpacker. Je vous l'ai dit, matériellement, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Il y avait littéralement tout dedans. Mais dès que j'ai appelé Eugénie, j'ai vu l'adrénaline monter de son côté aussi. Ouais, la vie, ça brûle bien comme il faut à ce moment-là.
Sur le papier, il y avait de l'adrénaline parce que je me retrouvais complètement à poil à l'autre bout de la France, mais en vrai c'est parce que je lui ai dit que tout mon matos était parti avec. Et au-delà des objectifs, des boîtiers, des lights, du PC, Eugénie, elle savait l'importance qu'avait le disque dur. Ça faisait 1 an et demi que je lui interdisais de poser le moindre liquide à moins d'1 mètre quand je faisais du montage, parce que toute ma vie était dessus quoi. Et là, elle savait que les 9 mois de tournage en Amérique latine étaient envolés. À en croire sa respiration au téléphone, ça a fait qu'un tour dans sa tête. Elle a compris que je resterais pas en France pendant 6 mois pour faire du montage en attendant que elle fasse des sous. Elle a compris que je repartirais beaucoup plus vite, et du coup sans elle. Elle savait aussi que malgré mes nombreuses qualités, j'avais pas été livré avec le mode relation à distance. On avait essayé en Amérique latine et c'était un peu un désastre. Donc ouais, chiantos quand ta relation dépend d'un petit téra de données numériques égarées sur un disque dur. Suite au vol du backpack, Colin, qui avait voyagé avec nous tout le long de l'Amérique latine, a refusé d'envoyer les rushs. Je le rends rien responsable de ce qui s'est passé avec Eugénie, mais je devrais peut-être ouvrir une petite parenthèse sur lui. Je me dois de vous expliquer déjà pourquoi vous n'avez pas eu une série de vlogs en Amérique latine, et je me dois de vous expliquer dans ce chapitre sur mes relations, pourquoi les 2 personnes avec qui j'ai partagé mon année et vécu quotidiennement ne font aujourd'hui plus partie de ma vie. J'en ai pas parlé dans la vidéo que j'ai essayé de faire avec les rushs téléphone parce que je voulais que ça reste good vibe et que j'en voulais en garder un bon souvenir, et puis de toute façon il manquait tellement de matière qu'on restait en surface quoi, ça valait pas le coup d'expliquer nos embrouilles de gamins. Mais en vrai, avant même que je me fasse voler, Colin avait déjà refusé de donner les rushs, une bonne partie des siens mais aussi une partie des miens que j'avais record avec sa GoPro et dont j'avais besoin dans la construction de mes vidéos en Amérique latine, à l'époque où je m'imaginais encore en faire. Il savait à quel point c'était important pour moi et malgré ça, rien. À l'époque, sans refuser frontalement en plus, il aurait été obligé de me donner des arguments, chiantos. Je m'étais permis de dire dans la vidéo qu'il parlait chinois, à des moments où il me mettait juste totalement des douilles en fait. Même au-delà des rushs, le voyage avait pris une tournure bizarre dès que son crush Margot est rentré en France en même temps que Jenny. Il se cachait un peu derrière son taf à distance pour essayer de me fuir, enfin du moins c'est l'impression que j'en avais. On était arrivé à un stade où on passait des semaines à faire les mêmes itinéraires, les mêmes putains de parcs nationaux au Pérou et en Bolivie en simultané, quoi, tous les deux à l'autre bout du monde, mais chacun de notre côté parce qu'il avait pas ouvert mon message. Ça me paraissait lunaire pour quelqu'un qui prétendait être mon pote, encore plus sans explication, tu vois. J'aurais aimé qu'il verbalise, s'il y avait un souci, j'aurais été en mesure de l'entendre en plus, c'est pas faute de lui avoir tendu des perches, de m'être remis en question. Je sais que je peux avoir une personnalité qui prend de la place, Eugénie aussi, je voulais pas qu'il subisse le voyage, mais il a rien lâché, prétendant que tout allait bien. Sauf qu'on a continué chacun notre voyage de notre côté sans qu'aucune explication ne soit donnée. On est plusieurs à le connaître et à imaginer qu'il a réagi comme ça par peur de la confrontation. Perso, je pense pas être un tyran, donc je me dis qu'on a juste pas les cartes quoi. À l'image de Colin, un mec avec qui j'ai vécu des trucs que je raconterais à mes petits-enfants, un mec qui a partagé mon quotidien et mon intimité pendant des mois, mais que je n'aurais connu qu'en surface. Un mec que j'aurais connu seulement sous le prisme du personnage qui veut bien nous montrer, un personnage qui pleure pas et qui a toujours le smile. Bon, du coup c'est cool, ça se ressent dans la vidéo comme un perso qui est rapidement good vibe, bon délire, partant pour tout, mais au final auquel on s'identifie moins, dont on se lasse vite parce qu'il n'y a pas de profondeur. Enfin, il y en a sûrement, mais va la trouver derrière cette carapace. Peut-être qu'il bluffait un peu le frérot, qu'il attendait juste qu'on l'autorise à pleurer et à pas avoir le smile. Et peut-être qu'après des mois, c'était trop compliqué de garder l'acting devant la cam, valait mieux être seul. Et même ça, j'aurais pu l'entendre sans le juger en plus, si seulement quelque chose avait été verbalisé. En tout cas, avec nous, il s'est jamais senti autorisé. Voilà, on a le smile, on pleure pas, depuis 2016 qu'il nous disait, donc ouais, c'est cool. C'est cool pendant un temps, après desserre les fesses poto, on a tous le droit d'être moins bien, parce que la vie ça brûle, et c'est ok. Je sais pas quelle revanche il essayait de prendre sur la vie, parce que t'as capté, c'était pas du genre à se confier. Mais là pour les rushs, je voyais qu'il prenait un peu trop de plaisir à me tendre la carotte, donc forcément, il y a un moment, il y a eu un coup de sabot. Et après ce que je lui ai chié à la gueule, il a limite dû kiffer apprendre que je m'étais fait voler la partie des rushs que j'avais, et je comprends pourquoi il veut pas m'envoyer les siens maintenant, je lui ai donné une raison toute faite. On s'est bloqué sur les réseaux, donc oui, il a été mis au courant parce que Margot et Eugénie y sont allés de leur petit message mielleux en espérant pouvoir récupérer quelques images en lui léchant le cul. En même temps, leur premier gros voyage entre copines, Équateur, Pérou, même les familles étaient impliquées dans le bail quand tout le monde a appris que je m'étais fait voler les images. Mais en vain, forcément il attendait que ça, d'avoir un peu de pouvoir sur des meufs qui lui donnaient plus l'heure. Et encore une fois, je sais pas quelle revanche il pensait avoir sur la vie, mais perso je suis très content de ce qu'on a réussi à faire sans lui. Je lui en veux plus depuis, j'ai des mots un peu durs, mais je pense que c'est important de dire les termes, du moins sur les faits, le reste c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais je pense être passé à autre chose depuis, et c'est en partie grâce à vous, parce que le film en Amérique latine est cool et que vous m'avez fait des super bons retours, malgré le fait que ça a été fait au téléphone. Je me dis que si ça devait se faire comme ça, c'est que c'est des forces qu'on n'explique pas quoi. Je verrai sûrement les bienfaits plus tard, que j'imagine même pas pour l'instant. Pareil pour Eugénie, si c'est arrivé à ce moment-là, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être pas qu'un problème de logistique, notre séparation. Et tant mieux, ça voudrait dire que notre relation tenait pas qu'à un disque dur d'1 Tera. Parce qu'en vrai, quand il a fallu arrêter ses études et quitter le cocon familial, elle a su trouver des solutions aux problèmes logistiques là où moi j'en ai pas été capable. Je regrette pas, je pense que si j'étais pas capable, c'est que j'étais juste pas prêt. Parce que finalement, quand t'es fou amoureux, t'en trouves des solutions. Enfin, j'imagine. C'est dur à écrire et c'est cru à dire, mais je pense que j'étais pas amoureux d'Eugénie. Je l'ai aimée. Fort, et au-delà de ma famille, je pense que c'est la personne que j'ai le plus aimé dans ma vie, mais pas assez pour que je puisse dire que cette fois, ça y est, j'étais amoureux.
De l'amour, il y en avait, je lui ai dit très vite, parce que j'ai vu que c'était tabou chez elle. C'est moi le premier à lui avoir dit je t'aime. Je pense que sinon on aurait passé 1 an et demi à se dire je t'aime fort avant de raccrocher. Mais avec le temps, j'avais l'impression que de l'amour, il y en avait un peu plus d'un côté que de l'autre. J'en venais presque à culpabiliser, comme si c'était quelque chose que je pouvais contrôler, et qui faisait que c'était légitime que je sois le méchant de l'histoire à chaque fois. Parce que oui, elle le savait pour le coup, hein. Je lui ai jamais vendu du rêve. Ce que je dis là, j'ai pris le temps de lui dire à elle avant, et on avait tous les deux espoir que ça vienne. Mais bon, l'ultimatum est arrivé trop tôt. J'étais pas prêt à sacrifier mon mode de vie, mes voyages et l'adrénaline de l'improvisation pour cette relation avec Eugénie. Et c'est ce qui me fait dire que j'étais pas prêt, parce que mon mode de vie colle pas du tout avec une vie de couple. Le couple, même en voyage, c'est quand même de l'engagement, de la stabilité, une zone de confort et des habitudes énormes, tout l'inverse de ce que j'expérimente en backpack. D'un côté, c'est sympa ce confort, surtout pour l'ego. Tu sais que t'es aimé, t'as pas besoin de te confronter à l'amour de qui que ce soit si ce n'est celui de ta petite copine qui te regarde avec des étoiles dans les yeux. Donc c'est serein, je me suis surpris à ma sagère sur plein de trucs. J'étais plus dans ça, j'étais en couple, j'étais comblé, j'ai pris en maturité grâce à elle. Et parce que si elle était encore plus nerveuse que moi, hein, donc je devais prendre l'autre penchant, j'étais le mec mindful du couple qui doit faire preuve de sang-froid pour les deux. Et j'aime bien cette nouvelle version de moi, c'est un des aspects ultra positifs que j'en garde. Mais avec du recul, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce confort ? Est-ce que je ne vis pas de nouvelles expériences que pour m'efforcer de malmener mon ego au final ? Au plus il en prend dans la gueule, au plus je m'en détache, et paradoxalement, au plus j'ai confiance en moi. Je porte pas Eugénie responsable du tout, ça se joue entre moi et moi. Mais ouais, le couple m'a un peu fait perdre confiance en moi. Parce que habitué à trop bien manger, tu te lèves plus le cul pour aller chasser, je sais pas. Bon, je suis pas sûr de l'image, hein, je parle des expériences dont je me prive avec la sérénité du couple. Y a pas de sous-entendu sur la chasse de quelconque femme, même si ouais, depuis 8 mois qu'on n'est plus ensemble, on a tous les deux fréquenté d'autres personnes. De son côté, j'ai eu des retours quand j'étais au bled que j'aurais préféré pas avoir, hein. Merci Margot, mais c'était trop tôt. Faudra attendre un peu avant de me présenter le gars que t'auras rencontré grâce à mes super photos sur Tinder. Parce que ouais, je me suis surpris à avoir bien les boules, sans que ça soit vraiment légitime, hein, et sans que je puisse dire quoi que ce soit, parce que c'est moi qui l'avais quitté, et puis même, de mon côté, à ce moment-là, je parlais déjà avec 10 meufs, il devait y en avoir 7 qui me plaisaient réellement, 5 avec qui j'avais un vrai feeling quand on se voyait, et 3 avec qui je partageais le niveau max de l'intimité, mais dans ma tête qu'une seule. Eugénie. Et c'est pas pour manquer de respect à ces femmes, hein. C'est juste pour quantifier à quel point je suis une grosse merde, qui peut pas s'empêcher de vouloir ce qu'il a pas. Je retrouve les travers du Yandel de ma vie de Pog 1, qui a besoin de se prouver des choses alors que cette facette avait disparu avec le couple. Maintenant, chez pas mal de femmes que j'ai fréquentées depuis, je peux pas m'empêcher d'aller chercher un autre truc. Comme si j'avais débloqué une compétence, tu vois. Je cherche un peu plus dans chacune de mes relations charnelles, juste pour retrouver quelque chose, voir si ce n'est trouver quelque chose d'encore plus fort. Ça a foutu un beau bordel dans mes relations, là où c'était plutôt simple avant. Là, je vais chercher un truc, pas toujours avec les bonnes personnes, en plus, pas toujours pour les bonnes raisons. Et je m'excuse auprès de celles avec qui j'ai joué à celui qui tombe amoureux, sa mère c'est une pute. Certaines se sont mieux protégées que d'autres, mais vous avez été quelques-unes avec qui j'ai un peu joué avec le feu. Au début, ma combine y fugée, c'était pas très cool. Je réalise maintenant que j'ai pas besoin de plus pour l'instant. J'ai encore besoin de me détacher de mon ego, de relations légères, de coucher avec 3 filles dans la même semaine et de me faire annoncer par 2 d'entre elles la semaine suivante que finalement on va juste rester potes. Je me dis que dans les bonnes comme dans les mauvaises semaines, mon ego a rien à faire là-dedans. Si c'est des relations légères, bah quand elles ont rien à te reprocher, part du principe que ça dépend pas de toi, et dans l'autre sens, part du principe que tu seras pas plus stylé pour autant. Qu'est-ce que tu veux prouver ? Personne n'a besoin d'enchaîner autant. Je sais pas quelle figure paternelle t'a mis ça dans le crâne, mais on se demande vraiment où les garçons grandissent. En vrai, en arrivant en fin de saison, je me rends compte que je suis vraiment bien dans mes pompes, comme je l'avais pas été depuis un petit moment, peut-être 8 mois, quelque chose comme ça. Non, en vrai, je sors petit à petit de cette période creuse. Les rencontres que j'ai fait cet été m'ont clairement rendu la saison plus douce. Les gens que j'ai perdu de vue cette année commencent à ne plus me manquer. Du moins, le temps a fait partir la haine d'un côté et m'a permis de voir que je faisais du mal de l'autre. Pas volontairement, évidemment. Mais maintenant, je pense que Jenny mérite de rencontrer quelqu'un qui l'aimera comme j'ai pas su le faire. Et j'ai même hâte qu'elle me le présente. De mon côté, j'espère qu'un jour, je serai prêt à re-rencontrer quelqu'un comme elle. Parce que tous les deux, on a souffert, souvent. Je me suis trompé quelques fois, mais on s'est aimé. Puis que même séparés, ça sonne toujours un peu vrai. Que si un jour on se croise dans la rue, redevenus 2 inconnus, on puisse se dire dans un sourire muet: j'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois. Mais je t'ai aimé. Bon, au final, quand je fais le topo de ma vie quelques années plus tard, je me dis qu'il y a du mieux. La crise identitaire liée à la classe sociale dont je parlais dans le premier volume est plus vraiment d'actualité. Quelques voyages plus tard, je me rends compte qu'il y a toujours une classe plus bas que la tienne, et surtout il y en aura toujours une au-dessus. J'essaye d'être reconnaissant de ce que j'ai eu, et j'ai arrêté d'envier ces gens-là. Pour ce qui était de mon manque vis-à-vis d'un groupe de potes, je cite forgés par les années, avec lesquels tu vis un peu de tout et surtout beaucoup de rien, bah pareil. J'ai arrêté d'envier ces gens-là parce que ça a son lot d'inconvénients aussi. J'ai choisi un mode de vie qui de toute façon rend ça un peu compliqué, même si au final certains amis reviennent toujours un peu depuis quelques années et commencent à être là depuis un petit moment malgré la vadrouille. Alors on se connaît pas depuis la maternelle non plus, mais ça me suffit pour pas me sentir livré à moi-même et savoir que peu importe où je serai en France, j'aurai quelqu'un sur qui compter. J'ai pas besoin d'abandonner toutes mes attaches pour partir, au contraire, c'est grâce à elle
que je pars sereinement. Pareil pour le complexe du nomade, qui savait pas d'où il venait. On peut dire que ça s'est bien dissipé. Je me sens toujours autant partout chez moi, seulement j'oublie pas d'où je viens. Je crois que mon voyage initiatique en Algérie m'a permis de voir que je pouvais être fier d'où je venais, que c'était ok d'avoir des attaches et que même si je devais faire une liste quand on me demande d'où je viens et que c'était chiant, bah fallait le faire, car c'est les endroits où j'ai vécu qui font en partie ce que je suis aujourd'hui. De mes premiers battles de break place Masséna au sunset du haut de la cathédrale Sainte-Marie, mes premiers amas à la pêche David aux nuits pas toujours confort dans les bagnons de Terre Sainte, de Gatito le petit chat qu'on a recueilli dans notre appart au Panama à l'appel de la prière sur les rooftops de la Casbah, c'est des souvenirs que j'ai accumulés dans des lieux où je suis resté assez longtemps sur ma route pour que ça soit des chapitres de mon histoire, pas besoin de les skip. Bref, globalement, quand je regarde ma life, j'ai l'impression d'avoir fini les quêtes de l'épisode 1. Bon, tout n'est pas parfait non plus, il y a des points noirs, forcément ma relation avec Colin s'arrangera pas avec cette vidéo, et ma grand-mère me prêtera sûrement encore moins son appart. Mes points noirs aussi, ils ont enlevé les douches au Pradé. Enfin, bref, c'est des détails au final, parce que le plus gros est là. Un père présent, c'est quand même pratique. Voir son petit frère grandir, ça peut être rigolo. Continuer à pouvoir faire des sous en 2 mois chez ses potes et voyager toute l'année, c'est pas négligeable. En gros, une famille présente, un environnement sain et un taf dans lequel tu t'épanouis, je trouve que c'est un peu la définition du bonheur de Monsieur Tout-le-Monde, mais en vrai, merde, pourquoi pas être comme tout le monde? Après 4 ans, je me dis que ma chaîne YouTube ne décollera peut-être jamais, et même ça, c'est pas un point noir. Je pense que je pourrais jamais prendre plus de plaisir que maintenant. Les gens me suivent et me soutiennent sans qu'ils soient trop nombreux pour que j'ai des responsabilités à l'égard de ce que je pourrais dire ou faire, sans non plus perdre cette proximité avec vous. Y a pas de thune mêlée à tout ça, donc j'ai une liberté créative au max. Bref, c'est la meilleure période. Pour moi et pour vous. Donc au pire, tant mieux si elle dure plus longtemps que prévu. Et profitez bien parce que ça en lassera certains quand je serai devenu mainstream. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est entre nous et j'ai l'impression qu'on kiffe bien. Donc ouais, je crois que je l'aime bien. Ma vie de Pog. La vie est moins amère. Papa était un thug, des flammes dans la rétine. Il a rejoint le club des peluches et des tétines. Fini le baby blues. Si tu manques de repères, tu me reprocheras un jour ce que je reproche à mon père. Et ton grand-père te dira qu'on porte son visage. Il t'a appelé Madiba comme ceux de son village. Dans notre culture, les mots d'amour sont rares. J'ai appris à l'usure qu'on avait tort d'en être avare. Alors laisse-moi te dire tout ce que je t'aime. Même si ce n'est qu'un disque et que j'ai samplé ce thème. Une place dans ton cœur, j'aimerais y être d'emblée. J'aurais toujours peur si tu me laisses pas y entrer. Alors je te chante. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Rumba à l'ancienne. Mesdames et messieurs, le seigneur Taboulay Rochereau.